C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. La convention entre la RDC et le groupe d'entreprises chinoises dit contrat chinois mine infrastructure n'est pas avantageux pour les Congolais. C'est ce que pense l'inspection générale des finances, mais aussi le gouvernement congolais. Plusieurs experts appellent à un rééquilibrage. C'est la grande édition sur Géopolis, mesdames et messieurs. Bienvenue. Débutons cette session d'information avec cette nouvelle. Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu en audience ce mardi une délégation de l'ONU avec à sa tête Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, et Bran Keris, assistante du secrétaire général au niveau du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette rencontre a été une occasion de faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire en RDC. Suivez Madame Brand Kiris à l'issue de la réunion. Oui, c'est un grand privilège d'avoir eu cette réunion et une bonne discussion sur les droits humains au Congo et comment renforcer la bonne coopération qu'on a déjà, la collaboration avec MONUSCO et son bureau conjoint des droits de l'homme, et aussi pour nous venant de Genève à New York avec le bureau du haut-commissaire des droits de l'homme. Et je pense qu'il y a plusieurs questions. On est déjà d'accord sur certaines priorités qui ont déjà fait la base de la collaboration, mais c'est important évidemment de continuer dans le domaine de lutte contre l'impunité. Certainement, c'est une question, si on n'arrête pas, premièrement, la question sécuritaire, la question de violence et violation grave des droits de l'homme, et donc très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, pour pouvoir couper ces cycles de violence. Et on est tout à fait d'accord, mais il faut renforcer les efforts dans ce domaine-là. Il y a aussi les questions de justice plus largement, donc la justice transitionnelle, parce que d'aborder ces questions plus à long terme et d'une façon holistique, de voir la question de justice en fait partie, la vérité, qu'il faut avoir, la recherche et le dialogue sur la vérité, surtout quand il y a beaucoup de tensions entre certaines communautés, entre plusieurs communautés dans le pays très divers et très riche, de pouvoir vraiment construire cet avenir ensemble, en vivant bien ensemble dans une cohésion sociale. Et la vérité en fait partie, mais au-delà de la vérité, évidemment, de trouver aussi cette base de réconciliation là où il y a des conflits et tensions, mais en général de respect de cette diversité. Voilà, je l'ai dit en titre, les conclusions de l'enquête de l'inspection générale des finances sur le contrat chinois qui donne à la RDC victime d'un déséquilibre au profit des entreprises chinoises continuent de faire parler. Le gouvernement congolais, qui ne souhaite pas se fâcher avec la Chine, veut une révision dans l'intérêt national. Suivez à ce sujet le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et son collègue de finances Nicolas Kazadi qui donne ici la position gouvernementale devant la presse. D'abord, ici, il faut savoir que dans la stratégie gouvernementale, c'est de regarder partout où nous pouvons glaner des ressources pour régler les problèmes des Congolais. Le contrat chinois qui a été présenté en 2008 comme le contrat du siècle et qui a été révisé devait lui aussi être revisité. C'est le travail qui a commencé à être fait, en tout cas au niveau du gouvernement, que ce soit ma collègue de mine ou le ministre d'État des infrastructures, ils nous ont déjà fait des briefings à ces sujets. Donc moi je ne voudrais pas réagir à ce que le porte-parole de l'ambassade de Chine a dit, mais nous ici nous regardons d'abord les intérêts des Congolais. Il est clair que par rapport aux objectifs assignés à ces contrats, qui ressemblaient un peu à un troc où on devait faire troquer les mines et les infrastructures, on n'en a pas beaucoup vu. Ce n'est pas la première fois que l'on manifeste le souhait de revenir sur ce contrat. Le Conseil des ministres a plusieurs fois est revenu là-dessus, avec des rapports déposés par les ministres en charge des infrastructures, qui pilotent cette question, avec la ministre des Mines. Mais fondamentalement, le travail de l'IGF permet d'aller plus en détail dans les chiffres. Il n'y a rien de nouveau. Nous avions déjà annoncé à notre partenaire chinois qu'il y avait des choses à revoir. Maintenant qu'il y a des chiffres détaillés sur la table, nous allons discuter avec eux. La Chine reste un partenaire important de la RDC, elle le restera encore pendant longtemps. C'est un gros acteur au niveau mondial.
nous n'avons pas envie de nous fâcher avec eux, nous avons le droit de défendre nos intérêts, de défendre notre vision, notre stratégie. Et il est clair que ce contrat chinois, aujourd'hui, n'est pas à notre avantage. Nous n'avons reçu qu'environ un peu moins d'1 milliard de dollars d'investissement. Nous les avons exonérés dans beaucoup de taxes et charges, mais ils ont généré des revenus qui dépassent 10 milliards. C'est clair qu'on se pose des questions et on va voir ce que ça va donner. Voilà, dans le même chapitre, alors que l'inspection générale des finances pointe le non-respect par les entreprises chinoises des engagements dans le volet infrastructure, Pékin dénonce un rapport plein des préjugés et qui ne correspond pas à la réalité pour les experts des questions économiques. Un rééquilibrage de ce méga contrat mine contre infrastructure s'impose pour que la RDC ne soit plus perdante dans ce contrat. Commentaire avec Jojo Moulamba. Chine en République démocratique du Congo qui rejette en bloc ces rapports. Pour elle, ces documents de l'IGF est plein de préjugés et ne correspond pas à la réalité car il n'a aucune valeur constructive. Ces commentaires du porte-parole chinois est une manière de parler qui n'arrange pas les choses, soutient des experts en économie qui estiment tout de même qu'il est important de renégocier le contrat du siècle car il s'agit d'un mafia. Il est évident que ce contrat est le fruit d'une mafia dont nous sommes amplement responsables, nous Congolais, mais également la partie chinoise. Il est important qu'on dise toute la vérité et qu'on renégocie le cadre de ce contrat dans son exécution et dans sa conception. L'ambassade de Chine est constituée de diplomates intelligents qui, bien sûr, n'accepteront pas qu'un tel discrédit soit jeté sur eux, même s'il y a des responsabilités avérées. Mais en fait, il n'y a pas deux exercices à faire, il y a un seul exercice à faire, c'est de mettre en place les box et être en mesure de dire vous avez pris tel engagement, vous l'avez fait, vous avez pris tel autre engagement, vous ne l'avez pas fait, point, full stop. Dans ces contrats, la RDC est la plus grande perdante, mais il est important de révéler ceux qui sont à la base de ces mafias pour établir la responsabilité des uns et des autres. La RDC est absolument perdante, des individus congolais ont certainement bénéficié de ça pour être en mesure de fermer les yeux sur ce qui s'est passé pendant autant d'années. C'est une honte, mais il faut être en mesure de le révéler et assumer les responsabilités des uns et des autres. Et il faut vraiment que l'on fasse le maximum de oui possible pour que plus jamais personne ne recommence la même chose dans le même secteur ou dans d'autres. L'IGF a révélé dans son rapport que Sikomi n'a jusqu'ici investi que 822 millions de dollars américains alors que les entreprises chinoises ont déjà engagé 10 milliards de dollars américains. D'ailleurs, les investisseurs chinois se sont engagés à consacrer 3 milliards de dollars américains à des projets d'infrastructure, mais l'IGF a demandé que cet engagement soit porté à 20 milliards de dollars américains afin de refléter la valeur réelle des concessions minières que la GECAMIN a apportées à l'accord. Autre chose à présent, le groupe Géopolis a célébré le 18 février 2023 à Inca Beach ses 17 ans d'existence. En marge de cette célébration, une conférence débat a été organisée sur les signes des réformes institutionnelles à mener pour le développement de la République démocratique du Congo. Le conférencier Alain Ikala a retenu 3 secteurs majeurs pour cette fin, à savoir les infrastructures de base, l'agriculture et l'électricité. Suivez ce reportage que vous propose Blessid Kouzola et Béni Fombo. Devant les invités et agents du groupe Géopolis, le conférencier Alain Ikala a mentionné des réformes essentielles qu'il faut pour le développement de la République démocratique du Congo. Il estime que la population congolaise constitue la première richesse du pays. Il suffit de mettre en place une politique courageuse qui viendra toucher d'autres secteurs en dehors des mines. Pour moi, le vrai visage de la RDC, c'est la population. Pourquoi? Parce qu'on est 80 millions d'habitants. C'est déjà une grande force. Quand on parle de 80 millions d'habitants, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez 80 millions de consommateurs, vous avez 80 millions de potentiels entrepreneurs, vous avez 80 millions de travailleurs. Vous travaillez, la plupart ici travaillent chez Géopolis. D'avoir une entreprise comme celle-là à Kinshasa, c'est une force. Pourquoi? Parce qu'il y a la population. Avoir la même entreprise à Brazzaville, ça ne vous rapporte rien. Mais à Kinshasa, ça change tout. Donc la population est une force. En RDC, je n'ai jamais cru... c'est vrai, comme il a déjà étudié au Canada, mais durant ces 13 ans, j'ai parcouru la RDC. Il y a quelque chose auquel je suis certain, les Congolais ne sont pas fainéants. Parce que quand vous quittez Kinshasa et que vous partez dans les villes et les villages, la plupart des Congolais travaillent essentiellement dans l'agriculture.
Citant les secteurs qui sont impérieux pour booster le développement, l'économiste a fait savoir que la RDC a besoin de beaucoup d'argent pour la création de routes. Il propose par ailleurs pour un pays avec un potentiel agricole estimé à 80 millions d'hectares de terres arables, la création d'un fonds national de l'agriculture, mais aussi l'électrification des provinces pour obtenir le développement tant attendu. National sur l'agriculture. Ce fonds national, ce qui est génial, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que à chaque fois qu'on importe de la nourriture, on avait prévu qu'il y ait une redevance sur les aliments importés qui vont aller dans ce fonds pour qu'on puisse prendre l'argent qui se trouve dans ces fonds et le donner à nos entrepreneurs qui travaillent dans le secteur agricole. Mais malheureusement, ça fait depuis 2013, on est en 2023, donc ça fait 10 ans, on ne l'a toujours pas créé. Pourtant, c'est de l'argent frais qui flotte. Mais c'est de l'argent qui serait nécessaire pour nos entrepreneurs agricoles. C'est par un jeu de questions-réponses que s'est achevée cette conférence sur les réformes institutionnelles qui a aussi été organisée non seulement à l'occasion du 17e anniversaire de Géopolis et du 55e anniversaire de son initiateur, mais aussi du 17e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006. Voilà, l'ambiance était festive à Inca Beach. Processus électoral dans ce journal, dans le cadre de la supervision des opérations de la révision du fichier électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu dans le sud Ubangui et l'Équateur pour superviser les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans ce coin du pays, faisant partie de 10 provinces qui constituent l'aire opérationnelle 1. Voldi Kengi pour les détails. Première escale, Gemena, chef-lieu du Sud-Ubangui, en milieu d'après-midi, le secrétaire exécutif provincial Benjamin Ndongo, qui a accueilli la délégation avant de prendre la voie conduisant au gouvernorat où elle a été reçue par le vice-gouverneur de province, Zéphiran Zabassou. Après cet échange, Denis Kadima Kazadi s'est confié à la presse. Je suis là avec une délégation pour voir comment le processus s'est passé et comment nous sommes en train de consolider et conclure l'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Et comme vous pouvez le savoir, de par les chiffres que nous avons récemment publiés, la province du Sud-Ubangui s'est très bien comportée et nous sommes convaincus que quand nous aurons conclu la remontée des données, les chiffres seront beaucoup plus élogieux qu'ils ne le sont maintenant. Le président de la CENI a visité quelques centres d'inscription, notamment à l'Institut Ibambe, l'EP1 Gemena, et au centre de santé Notre-Dame de Gemena. Ici et là, il a encouragé les membres du centre d'inscription à travailler en toute responsabilité pour un meilleur rendement. Aussitôt, il a effectué une halte obligatoire au siège provincial de l'institution où il a pris langue avec ses composantes personnelles et agents temporaires recrutés pour les opérations de la RFI. À l'issue du propos liminaire du secrétaire exécutif provincial, le président Denis Kadima Kazadi a saisi cette occasion pour féliciter l'équipe du Sud-Ubangui pour le travail abattu. Nous rencontrer l'équipe et voir comment nous allons justement conclure ce processus. Le message est le même que celui que nous avons lancé avant, au début du processus. S'il y en a encore de ces compatriotes qui ne se sont pas encore fait enrôler, qu'ils le fassent au moment où nous sommes en train de fermer, parce que durant les derniers jours, on peut aussi le faire. Alors qu'ils le fassent, sinon ils auront raté l'occasion, non seulement d'avoir la carte d'électeur pour voter, mais ils rateraient aussi l'occasion d'avoir la carte d'identité le moment venu qui sera délivrée par l'ONIP. Sans attendre, après ces points avec l'équipe du Sud-Ubangui, Denis Kadima Kazadi et sa délégation ont rallié l'aéroport avant de mettre le cap sur Mbandaka. A fermé les portes de ces centres d'inscription depuis le 17 février dernier. Toute autre chose à présent, l'économie de la République démocratique du Congo est dominée par le secteur informel. Les Congolais, particulièrement les Quinois, vivent dans la débrouillardise pour assouvir aux besoins quotidiens. Géopolis Télévision a fait un coup de projecteur sur les vendeurs ambulants dans la capitale et Mika Bea était à leur rencontre avec Iskar Tamba. Forte chaleur due au soleil accablant de Kinshasa. Parfois sous la pluie, il y a une de catégories de population congolaise et quinoise en particulier qui s'y expose à la quête du pain quotidien. Le vendeur ambulant. Ces Congolais qui font tourner l'économie de la RDC font également partie des acteurs œuvrant dans l'économie informelle.
représentant plus de 90% de l'économie nationale selon l'Institut national des statistiques. Ces vendeurs ambulants de vestes qui dit réaliser déjà plusieurs années dans ces travaux. C'est depuis 1990 que je vends ces vestes. J'ai vendu avant des pantalons sur commerce. Maintenant, je vends des vestes. C'est rentable. Ça m'aide à nourrir ma famille. Malgré les conditions qui ne sont pas toujours dans les conforts, mais les détenteurs de ces petits commerces avouent qu'ils réalisent aussi de gains qui leur permettent de faire vivre leurs dépendants. Je vends des chaussures et ça fait plus de 10 ans. Je me retrouvais, mais ça ne fonctionne plus comme tel. Je nourris quand même ma famille. Le produit proposé par certains vendeurs ambulants sont parfois trouvables dans des grandes maisons, mais à des prix un peu plus hauts. Et je passe le message à toute la population qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui vendent dans des magasins et nous. Nous vendons moins cher parce que nous ne payons pas de taxes. Si avec ces métiers, les vendeurs arrivent à satisfaire leurs besoins et celui de leur famille, disons aussi qu'ils aident également plusieurs des Congolais à se procurer de biens sans trop de mouvement. La culture congolaise pénètre tant soit peu le monde entier lors du festival Mela qu'organise chaque année l'Inde et qui réunit plusieurs pays du monde. La RDC s'est fait représenter par ces artistes qui ont défendu le drapeau du pays. La clôture de ce festival a eu lieu ce 20 février et le ministère de la Culture a manifesté son contentement face à l'ascension des valeurs culturelles congolaises. Enoch Issei. La République démocratique du Congo a pris part du 6 janvier au 20 février 2023 au festival annuel indien dit Festival Mela, selon le ministère de la Culture. Après avoir mixé les cultures congolaises et indiennes, la sculpture, l'habillement et la musique, le groupe artistique congolais vient de dire au revoir au festival, un spectacle en 4 tableaux sur la séparation et la pérennisation. Dans son tweet, le ministère de la Culture renseigne que ces artistes congolais ont présidé la chorégraphie des 56 pays. Le stand de l'artisanat a eu beaucoup de visiteurs. Les organisateurs étaient en émotion au spectacle. Des anciens de la Monique et Monisco ont également visité la RDC. Bref, un succès. C'était très bien de voir les Indiennes en tenue des Africains, précisément au Congo. Hein. Donc c'était vraiment super et les gens ont vraiment aimé. C'était vraiment super. Des Indiens ayant dansé les moutouachis congolais, un acte de croissance de la culture congolaise. Also Mela est un festival culturel qui se tient tous les ans sur la place de l'hôtel de ville d'Oslo en Inde. Mela signifie lieu de rencontre et trouve son origine il y a plusieurs milliers d'années en Asie du Sud. Sous sa forme actuelle, Mela est un festival basé sur l'expression artistique et culturelle, la nourriture et des stands d'information et des produits de toutes sortes. Also Mela est l'une des plus grandes manifestations de cette sorte en dehors du sous-continent asiatique. Voilà, on va maintenant parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Dans le monde, les subventions directes à la consommation des carburants ont atteint près de 1120 milliards de dollars américains en 2022, leur niveau le plus élevé depuis que cette donne est suivie et mise à jour en 2010 avec un engagement de 349 milliards de dollars américains. Les gouvernements de l'Union européenne ont battu le record de ces subventions sur la période analysée. Les pouvoirs publics d'Afrique et des autres régions en développement n'y ont consacré collectivement que 114 milliards de dollars américains. Jojo Moulamba.
Les contributions gouvernementales à la consommation des énergies fossiles en Afrique restent assez modestes. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette situation, y compris les manques de ressources dont dispose le gouvernement ou encore une faible consommation d'énergie. Mais les montants engagés par des économies développées viennent confirmer que l'accès à l'énergie est fondamental pour générer et maintenir la croissance économique. La réaction du Fonds monétaire international face à cette nouvelle donnée sera à suivre. Dans sa collaboration avec de nombreux pays africains, l'institution des supervisions de la finance publique internationale a toujours poussé les gouvernements d'Afrique subsaharienne à ne pas recourir à des subventions, même lorsque le prix de l'énergie sont tirés vers le haut par une économie de marché toujours en quête de profit maximum et par $1 américain dont la valeur reste sur une tendance haussière. Pour de nombreux pays de la vaste région africaine, la situation est un vrai dilemme. Les non-soutiens de prix des énergies fossiles à la consommation fait courir un risque de hausse généralisée de prix de tous les biens et services. Dans le même temps, les refus d'obéir au FMI fait peser le risque d'un désaccord avec l'institution et par conséquent avec la communauté internationale de créanciers. Tous les analystes s'accordent pourtant sur le fait que l'Afrique a besoin d'énergie pour assurer son développement. Pour financer l'accès aux solutions du renouvelable, elle n'a pas d'autre choix que de s'endetter à des conditions très onéreuses. Dans le même temps, pour peu qu'elle soutienne une certaine stabilité économique en contrôlant le prix de l'énergie, on lui formule des reproches sur la pertinence budgétaire. Face à la récente crise de l'énergie, la première depuis des années, deux pays parmi les plus riches et les mieux structurés n'ont eu d'autre solution que d'accroître les subventions à la consommation d'énergie fossile en contradiction avec l'orthodoxie et l'efficacité budgétaire et en dépit des engagements pris lors des accords de Paris sur le climat. Que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. La convention entre la RDC et le groupe d'entreprises chinoises dit contrat chinois mine et infrastructure n'est pas avantagé pour les Congolais. C'est ce que pense l'inspection générale des finances, mais aussi le gouvernement congolais. Plusieurs experts appellent à un rééquilibrage. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.